Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. L'épisode d'aujourd'hui sera co-animé par Carole Bélanger, Liane Robichaud et moi-même, Sabrina Anissa Anbonsali. Aujourd'hui, on a l'opportunité de rencontrer Gabrielle Fortin, qui est travailleuse sociale et chercheuse au sein du RQSPAL. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'oncologie psychosociale et sur les soins palliatifs. Gabrielle, merci beaucoup d'avoir accepté d'être invitée pour cet épisode. On a vraiment hâte de découvrir ton parcours et ce qui t'a mené à la recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais ça nous fait plaisir, puis on est vraiment heureuse de t'avoir avec nous. Puis dans notre discussion aujourd'hui, là, on aimerait ça vraiment aborder ton parcours pour qu'on puisse vraiment mieux te connaître, puis en savoir plus sur toutes les difficultés, les doutes, les épreuves que tu as rencontrées, mais aussi les choses qui t'ont aidé, les personnes que tu as pu rencontrer sur ton parcours, qui t'ont donné des coups de main, des trucs aussi que tu as trouvés pour passer au travers de ces épreuves-là et des ressources vers lesquelles tu t'es tournée. Donc, je te laisse y aller sur ça, là, de nous parler de toi. OK, parfait. Mon parcours, où est-ce que je peux bien le commencer? En fait, peut-être j'ai envie de commencer par vous parler de ma passion pour le travail social. Parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, moi, je suis travailleuse sociale et chercheuse. Puis, c'est deux chapeaux qui sont très importants pour moi puis qui demeurent importants pour moi, même si aujourd'hui, je suis majoritairement dans la recherche puis l'enseignement universitaire. Mais en fait, moi, j'ai commencé mes études de baccalauréat en 2008 en travail social avec vraiment la volonté de pouvoir aider les enfants vulnérables, les enfants qui vivaient de la pauvreté, de l'exclusion, des difficultés scolaires. Fait que quand je me suis inscrite en travail social, c'était beaucoup dans l'optique de pouvoir aider ces jeunes-là. Puis, donc, c'est ça, mon parcours s'est commencé. Puis, vers ma deuxième année de bac, j'ai appris que mon père était très, très, très malade. C'était un monsieur super engagé dans son travail, très sportif. Puis, du jour au lendemain, il a commencé à ressentir des symptômes. Puis, quand il a consulté, dans le fond, là, on a découvert qu'il y avait un cancer là, vraiment très avancé. Il y avait beaucoup de métastases aussi. Donc, je pense que sa bonne forme physique a probablement contribué au fait qu'au moment où est-ce qu'on a découvert sa maladie, c'était déjà très, très avancé. Donc, j'ai vécu cet accompagnement-là de mon père pendant le milieu de mon baccalauréat. Puis, évidemment, ça a été une expérience qui a été super difficile parce que j'étais vraiment très, très proche de mon père. Mais très difficile, mais en même temps très belle aussi parce qu'il m'a fait découvrir c'était quoi l'accompagnement de fin de vie. Puis même si ça a été des moments hyper difficiles, hyper tristes, mais ça a aussi été des super beaux moments très précieux que j'ai vécu avec lui, avec les autres membres de ma famille aussi. Puis d'être à côté de lui, des fois à rien dire, mais juste d'être là, d'être en soutien, puis des fois de l'écouter faire ses bilans de vie. Pour moi, ça a comme été une révélation. Vraiment beaucoup. Puis ça a teinté en fait tout le reste de mon parcours. Là. J'ai voulu continuer en travail social parce que la relation d'aide, ça demeurait important, mais vraiment les soins palliatifs, un univers que je ne connaissais pas du tout. Là, même quand on a annoncé à mon père qu'il était en soins palliatifs, on ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est pour vous dire à quel point c'était un monde qui était complètement inconnu pour moi, qui m'en allait plus dans l'intervention auprès des jeunes. Puis là, non, les soins palliatifs, ça a été une révélation, cet accompagnement-là de mon père. Donc, j'ai eu vraiment le privilège, après ça, de pouvoir faire mon stage final en travail social à la maison Michel Sarrazin et son centre de jour. Donc, c'est une maison de soins palliatifs à Québec. Puis ça a été vraiment une expérience là, incroyable. Puis ça a confirmé que je me sentais à ma place comme intervenante en soins palliatifs. Puis pendant que je faisais ce stage-là, j'ai aussi pris conscience de l'accès aux services des fois qui était difficile pour certaines personnes. Aussi, au centre de jour, on parlait beaucoup avec les patients de le choix de l'arrêt de traitement potentiel. Puis de dire, je me sens de plus en plus fatiguée, j'aurais le goût d'arrêter ces traitements-là pour pouvoir
profiter de ma fin de vie, d'être avec ma famille, mais j'ose pas leur dire que j'envisage de les arrêter. Je ne voudrais pas qu'ils perçoivent ça comme un abandon. Donc, dans mes accompagnements, il y avait souvent cette notion-là d'arrêt de traitement, de planification de la fin de vie, des difficultés de communication aussi entre les patients, les familles, des fois des membres de famille qui nous disent on le voit souffrir, puis on ne sait pas quoi lui dire, on voudrait ouvrir là-dessus, puis on ne sait pas comment faire. Donc, moi, ça a allumé un intérêt pour les soins palliatifs, puis la recherche. Mais comment on peut mieux comprendre qu'est-ce qui vivent ces personnes-là? Mais est-ce que, tu sais, parce que moi, je me dis, ben, ça me semble depuis tantôt, est-ce que tu étais un peu fragile quand tu as commencé à travailler dans les soins palliatifs? Parce que, tu sais, tu t'accompagnais ton père au même moment ou est-ce que c'est comme après l'accompagnement que tu as été dans les soins palliatifs à la maison Michel Sarrazin? Oui, c'est une super bonne question. C'est vrai, je l'ai peut-être pas précisé dans le temps, mais en fait, quand mon père a eu son diagnostic en 2009, il l'a reçu le 9 septembre 2009, pour vous dire à quel point c'est marquant. Je me souviens très bien de la date. Puis finalement, il est décédé le 21 novembre 2009. Fait que ça a été un accompagnement très intense, mais très rapide aussi. Puis dans le fond, là, après son décès, moi, j'ai fait un premier stage à l'hiver 2010 qui était dans le domaine de la santé mentale en milieu hospitalier. Ça a été un stage super intéressant aussi. Puis c'est à l'automne suivant, là, dans le fond, que j'ai démarré mon stage à Sarrazin. Puis ça a été une des questions aussi de mes superviseurs de dire est-ce que tu te sens prête, considérant ce que tu as vécu? Puis tu sais, je pense que c'est important aussi comme intervenant de oui, des fois, notre expérience personnelle, elle peut contribuer à créer des liens, à avoir une certaine connaissance de ce qui peut être vécu dans les familles, mais en même temps, chaque vécu de chaque famille est tellement différent qu'il ne faudrait pas penser que parce qu'on a une expérience personnelle, on va nécessairement être un bon intervenant en soins palliatifs. Là, pas du tout. Le lien n'est pas si simple, on va dire, à faire. Puis, tu sais, je me permets aussi de poser une question parce que tu nous apportes tellement d'informations, c'est super intéressant puis riche en même temps. Donc, tu sais, tu parlais tu as commencé en fait en travail social, tu t'intéressais aux enfants vulnérables ou à l'inclusion des enfants, mais j'ai l'impression que l'événement de la maladie de ton père a fait en sorte que tu as enligné ta carrière vers les soins palliatifs davantage. Est-ce que je me trompe ou c'est… Ah non, tu as vraiment raison. Tu sais, comme je vous le disais, autant ça a été une expérience triste, autant c'est un cadeau, je trouve, que mon père m'a fait. Cet accompagnement-là, je me suis sentie tellement privilégiée. Et oui, ça a été une découverte aussi de cet univers-là des soins palliatifs. Fait que oui, ça a vraiment été un point tournant dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, là, absolument. Puis après ça, ben, mon stage à Sarrazin puis au centre de jour, c'est venu confirmer mon intérêt pour les soins PAL, autant en intervention, mais il y avait comme déjà là, tellement de questions que j'avais que je voyais que de plus en plus l'avenue de la recherche comme étant une possibilité de pouvoir répondre à ces différentes questions-là, puis à pouvoir apporter quelque chose aussi aux patients, aux familles, aux équipes en soins palliatifs. Et à nous aussi parfois. Absolument. Parce que, je dis ça parce que j'ai vécu aussi le deuil de mon père, puis en fait, je m'enlignais vers un doctorat en biologie. J'avais réalisé un bac maîtrise en biologie, je m'enlignais vraiment vers un doctorat. Il y a eu le décès de mon père, puis dans ma tête, il y a eu comme un changement existentiel, puis le deuil parfois engendre un changement existentiel. J'ai repris des études en psychologie. Toute ma famille était comme, mais c'est quoi ça? Mais ça n'a pas de sens, c'est une folie passagère. Mais finalement, aujourd'hui, je suis au doctorat, puis mon sujet de recherche, c'est sur le deuil, puis comment intervenir avec ces adolescents. Donc, je pense qu'il y a aussi, c'est comme une reconnaissance, ou c'est comme un petit merci à dire à notre père, parce que, en fait, c'est vrai que c'est un grand choc dans la vie, surtout quand on est proche de notre père, puis en même temps, ça enligne la carrière différemment. Donc, on le fait pour la recherche, mais on le fait aussi un petit peu pour nous, pour comme faire quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça ou si c'était vécu différemment. C'est juste pour la recherche. Non, c'est clair que c'était pas juste pour la recherche. Il y avait un volet humain. Il y avait, tu as raison, notre expérience. En tout cas, pour moi, c'est sûr qu'elle teintait. Puis, tu sais, quand on s'enligne vers des études supérieures, une maîtrise puis un doctorat, ça veut dire qu'on va passer beaucoup d'années sur ce sujet-là. Il faut qu'on l'ait dans le ventre, dans les tripes. Il faut qu'on soit convaincu qu'il va nous passionner encore dans 4-5 ans, puis que même qu'on soit sur le point là, de déposer, mais qu'il nous reste encore des corrections, puis qu'il faut retourner, puis retoucher encore, puis revoir pour la 3e fois un chapitre. Puis bon,
il faut vraiment qu'il te tienne à cœur, tu sais, donc sinon tu ne termineras pas tes études. C'est trop d'investissement. Fait que, oui, ben, en tout cas, moi, je partage ton point de vue. C'est sûr qu'il y avait un volet personnel qui me tenait vraiment, vraiment à cœur dans mes projets de recherche. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, comme chercheur, mes projets de recherche, c'est la même chose. Tu sais, il y a tout mon bagage aussi expérientiel en accompagnement en soins PAL, oui, de mon père, mais aussi des autres patients que j'ai accompagnés comme TS aussi à travers le temps. Des amis aussi qui ont croisé ma route, malheureusement, qui sont décédés. Donc, toutes ces personnes-là, j'ai comme l'impression que elles me portent dans mes projets de recherche. Tu sais. J'ai l'impression que il y a des visages, tu sais, que je peux associer à mes projets de recherche, donc c'est encore plus important, tu sais, pour moi. Je trouve que ça nourrit beaucoup, oui, la recherche, absolument. Je me demandais si c'était après ton stage à Sarrazin que tu avais commencé une maîtrise ou c'est plus loin dans ton parcours? Non, ben en fait, j'ai terminé mon stage à Sarrazin, puis après ça, en fait, là, on a comme une dernière session à la fin de nos stages, nous, au baccalauréat en travail social. Puis après ça, là, ben, on peut faire notre demande de permis de travailleur social à l'ordre, puis tout ça. Mais moi, pendant la transition, cette dernière session d'hiver-là, c'était clair que je voulais continuer à la maîtrise. Donc, à l'été, dans le fond, avant de commencer la maîtrise. J'ai terminé mon bac, puis à l'automne suivant, j'ai tout de suite débuté la maîtrise, mais comme quoi la vie est bien faite. Je ne sais pas quand on est sur notre X, comment les choses se placent de manière absolument extraordinaire, mais moi, à Sarrazin, ils m'ont offert un poste comme remplaçante. Comme travailleuse sociale. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment génial parce que pendant l'été, je pouvais travailler à temps plein comme TS. Puis après ça, je faisais quelques remplacements le plus ponctuels pendant l'année. Je pouvais donc me concentrer à temps plein dans mes études. Je travaillais aussi comme auxiliaire de recherche, là, mais fait que j'ai toujours pu garder mon pied dans le terrain à Sarrazin. Puis en même temps, j'ai pu poursuivre mes études et un nourrissait vraiment beaucoup l'autre, je vous dirais. Là. Autant le terrain nourrissait mon projet de maîtrise, puis après ça, mon projet de doc. Puis aussi, ben, tu sais, ce que j'apprenais, les pratiques innovantes. Moi, j'ai pris beaucoup de cours en soins palliatifs, en éthique, les modèles d'intervention plus spécifiques en soins PAL. Fait que je pouvais me nourrir de ça pour, après ça, ben, me bâtir comme travailleuse sociale puis avoir des outils de travail qui j'espère, étaient utiles, tu sais, pour les patients puis leurs familles. Fait que oui, bref, je suis sortie un petit peu, mais oui, c'est ça. Tout après mon bac, j'ai continué comme travailleuse sociale à temps partiel, puis j'ai pu bâtir ce petit volet clinique-là, mais j'ai continué mes études. Dès la fin de mon bac, là, j'ai commencé la maîtrise. Tu avais vraiment la piqûre de la recherche là, dans ce domaine-là. Ben oui, puis tu sais, si tu m'avais demandé là, au cégep, puis même au début de mes études universitaires, si j'envisageais de faire une carrière en recherche, je t'aurais dit jamais de la vie, ça m'intéresse, zéro pin barre. Peut-être aussi parce que j'avais une conception, tu sais, de la recherche t'es tout seul, puis tu écris des données, puis des rapports, puis tu ne parles pas à personne. Peut-être que j'avais une vision peut-être très, très restreinte de qu'est-ce que ça peut être la recherche. Mais moi, quand j'ai découvert que la recherche pouvait être collaborative, qu'elle pouvait être participative, impliquer les usagers, impliquer les soignants, là, ça a comme complètement changé ma vision de la recherche. Puis moi, c'est cette vision-là de la recherche qui me fait vraiment triper beaucoup, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais que ça a l'opportunité de faire changer les choses aussi. Là. On dirait quand on réalise ça, que c'est ça qui va faire en sorte peut-être qu'on va changer telle façon de faire. On dirait que ça vient encore plus motiver à faire de la recherche. Oui, absolument d'accord. Fait que c'est ça, mon projet à la maîtrise, moi, c'était l'implication des proches dans les prises de décision relatives à la planification de la fin de vie. Fait que c'était vraiment beaucoup inspiré de ce que je constatais dans ma pratique clinique. Comment il y avait beaucoup de tabous sur ces communications-là, puis ces discussions, puis ces prises de décision-là par rapport à la fin de vie. Puis donc, pendant ma maîtrise, j'ai eu de l'ambition, je pense. Là, j'avais l'impression que j'avais tellement de questions que la maîtrise, ça ne serait probablement pas assez pour pouvoir mener à terme ce que je voulais savoir. Donc, j'ai fait un passage accéléré, en fait, au doctorat. Puis, j'ai commencé à l'automne 2013 mon doctorat. Puis, ce doctorat-là, ben, il était encore autour des prises de décision, mais plus par rapport à la planification des objectifs de soins en lien avec les projets de vie des personnes. Puis, dans le fond, ça m'a permis de développer une formation à l'intention des professionnels. Donc, quand on est devant un cas complexe, comment on peut travailler en équipe inter
pour pouvoir bien répondre aux besoins, aux attentes de la personne malade et de sa famille, dans le fond. Puis c'est super intéressant parce qu'on voit clairement que en fait, toute la clinique, si on veut, a vraiment nourri l'aspect recherche. Hein. Je vois vraiment ça comme recherche-intervention, recherche-action, dans le sens où tu voyais des problématiques dans le terrain, puis tu voulais vraiment tester ça, puis voir comment tu pouvais participer, un petit peu comme disait Carole, participer à ce changement, puis la preuve de développer une formation, je veux dire que... Oui. Est-ce que tu as eu les retombées après ça de cette formation-là? Est-ce que ça a été étudié, les retombées par la suite? Oui, bien en fait, c'est ça. J'ai donné cette formation-là à 2 équipes, là, dans le fond, à Québec toujours, en milieu hospitalier, puis aussi de la capitale nationale, donc plus pour les équipes de soutien à domicile. Puis dans le fond, ce que je faisais, c'est que tous les participants qui avaient participé là, à une des 2 formations, je retournais les voir 3 mois plus tard. Puis c'était vraiment intéressant de voir, de constater que oui, ça leur avait permis de revoir leur pratique de collaboration interprofessionnelle, tant mieux, c'était une des visées de la thèse, mais aussi de les sensibiliser au fait que parler des objectifs de soins, ce n'est pas juste médical, ça parle aussi du projet de vie de la personne. Ça parle aussi que des fois, même si ça peut sembler évident, ça ne l'est pas tant que ça. Puis, c'est pas parce qu'une personne a 85 ans que nécessairement elle ne voudra pas être traitée. Elle peut encore avoir des objectifs de fin de vie qui sont super importants pour elle, puis que sa vie, elle a encore un sens. Il y a encore des choses qu'elle veut accomplir, puis que ça va faire en sorte qu'elle va choisir des traitements encore relativement invasifs. Ou qu'elle va dire, moi, je tiens absolument à voir mon petit enfant à naître, je veux accompagner ma petite fille dans cette étape-là de sa vie, puis après ça, je serai prête. Donc, c'est tellement nuancé. On sort complètement du volet seulement médical quand on s'intéresse au projet de vie de la personne. Je parle d'une personne de briser les stéréotypes, là, surtout. Absolument. Là, puis, dans l'autre extrême, une très, très jeune personne pourrait être tellement souffrante qu'elle pourrait décider de dire, non, moi, j'en veux pas de traitement invasif. Je veux vraiment axer sur ma qualité de vie qui me reste avec mes proches, avec mes enfants, avec mon conjoint, puis pas avoir à voyager pour subir des traitements, puis finalement jamais pouvoir les voir parce que mon système immunitaire est complètement à terre. Puis tout ça est valide, mais il faut qu'on ait ces discussions-là avec authenticité, avec humanité. Puis donc, on sort de juste, voulez-vous un objectif de soins ABCD? Voulez-vous être réanimé? On sort vraiment de ces questions-là quand on entre dans une perspective de vouloir connaître la personne puis de l'accompagner dans son humanité puis ses projets. C'est tellement important, ces discussions-là, de savoir la perspective des gens aussi, des proches, que des fois, ils ne sont pas les mêmes que ceux du patient en soi. Fait d'avoir cette discussion-là, d'offrir l'espace pour qu'ils puissent en discuter, comprendre qu'est-ce qui motive certains choix, puis d'accepter, parce que d'avoir des objectifs de soins communs, c'est l'essentiel. Oui, puis je trouve que tu soulignes un autre point aussi, hein, quand on sent qu'il y a un tabou sur la communication, de dire, je vais prendre ça parce que je pense que c'est ce que les autres veulent de moi, ou ils me voient comme un battant, donc je dois faire ça. Je pense que comme intervenant plus du côté psychosocial, on a ce rôle-là aussi de pouvoir faciliter la communication sur les attentes mutuelles de chacun, puis qu'on puisse être bien aussi avec le choix de la personne. Puis quand ça nous fait vivre quelque chose, de savoir qu'il y a des professionnels aussi qui sont là pour accompagner ces discussions-là, ces réflexions-là, ces cheminements-là aussi. Puis si je peux me permettre, je suis bénévole au CHUM, puis je fais de l'accompagnement et de l'écoute, puis je ne suis pas professionnelle dans ce sens. J'agis à titre de bénévole, puis je vois comment parfois le patient, il a comme des décisions, mais il veut pas décevoir sa famille parfois. Donc, il va te les raconter à toi, alors que ça fait 40 minutes, tu étais une simple étrangère, puis là, aujourd'hui, 40 minutes après, il y a un lien de confiance, puis il va te livrer des choses, puis tu l'invites à parler de ça avec sa famille, il dit oui, mais je sais pas encore. C'est pour ça que j'en parle avec toi. Il y a comme une pression aussi de pas décevoir la famille, il y a aussi, quand la personne vient d'avoir le diagnostic, parfois, elle est capable de le dire. Moi, je me rappelle, je l'ai entendu plusieurs fois, puis je disais, et comment votre famille? La personne était comme, mais je ne l'ai pas encore dit. C'est sûr que, ouais. Oui, les enjeux de communication sont grands, puis tu as tellement raison. Des fois, de le dire à une tierce personne qui n'est pas impliquée émotivement dans notre situation, c'est pas mal plus facile. Puis des fois, d'avoir justement
le feedback d'une personne comme ça qui est de l'extérieur, ça peut nous valider, comme tu l'as super bien nommé. Puis des fois, ça peut aider la personne à dire, ben, il faut que je trouve les bons mots, le bon moment. Des fois, juste d'avoir une autre personne tierce pour faciliter ces échanges-là, ça peut faire toute la différence. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits. Puis l'influence des proches, ben, est super grande. Puis souvent, ces proches-là n'en ont même pas conscience de cet impact-là, cette influence-là qu'ils vont avoir. T'sais. Puis là, tu nous as parlé de ton parcours, mais moi, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu des défis, des doutes, des épreuves? Bon, tu nous as parlé quand même d'une grosse épreuve que tu as vécue à ta 2e année, mais j'ai l'impression que ça ne t'a pas découragé à continuer tes études. Bien au contraire, ça été comme un moteur, si on veut, pour oui, j'y vais, puis je renonce pas. Mais as-tu vécu des défis, des difficultés que tu voudrais nous partager pour inspirer les étudiants qui peut-être te vivent? Oui, ben oui, écoutez, en fait, il y a eu un gros défi, puis il y a eu des ajustements aussi. Mais les ajustements, ça, c'est des bijoux de mon parcours, là, mais je vais commencer par le défi. J'irai dans les bijoux ensuite. Mais dans un des grands défis, c'est en fait que quand j'ai commencé le doctorat, une des choses que je voulais faire, c'était créer un nouvel outil qui faciliterait les communications en prévision de la fin de vie. Donc, comment on peut parler des objectifs de soins? Donc, je commence ma première année de doctorat, tout ça, je soutiens mon examen. Et à la fin de ma soutenance d'examen 1, le premier examen, c'est un peu de camper ta problématique dans ta discipline. Puis bon, là, je le dis parce que des fois, d'une discipline à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose, l'examen 1, là, mais bon, en tout cas, en travail social, à l'Université Laval, c'est comme ça. Ça fait que je fais ça, puis là, à la fin de cet examen-là, peut-être 2 jours plus tard, mon directeur de thèse me dit, bon, on pourrait peut-être se rencontrer, faire le point pour la suite. Puis, bon, on discute de ça. Puis, l'INES est en train de développer exactement ce que je voulais faire dans ma thèse, c'est-à-dire un outil qui serait plus convivial pour ouvrir la discussion puis qui soit pas juste réservé aux médecins, mais qui pourrait permettre de documenter les besoins du patient dans les mots du patient. Puis, dans le formulaire, il y a un espace pour ça. Un très bon outil, là, qui d'ailleurs, peut-être vous l'avez vu passer dans le réseau de la santé, mais depuis 2018, on utilise le formulaire de l'INES. Mais là, on est en 2016 à ce moment-là. Puis là, ben, comment je le prends? Projet de thèse. Je viens de faire 1 an, tu sais. Fait que ça a été un bon choc là, de me dire, mais comment je me réajuste là-dedans? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment déroutant. Puis finalement, ben, j'ai contacté les gens de l'INES pour leur dire, ben, j'ai un projet de doctorat, j'ai documenté ça, tu sais, puis j'ai amorcé une recension sur le fait que ces communications-là sont super importantes, mais sont souvent escamotées. Il y a souvent un malaise des soignants, tout ça. Bon, fait que je leur expose un peu ce que j'avais fait. Puis je leur dis, ben, j'ai vu que vous étiez en train de bâtir un outil, tu sais, qui n'est pas final, mais pensez-vous que je pourrais être là comme observatrice, puis tu sais, avoir une certaine place, puis peut-être inclure cet outil-là dans une formation qui pourrait être donnée, parce que, tu sais, c'est bien beau de fournir un outil, mais habituellement, il faut que ça soit soutenu par une formation qui permette de voir ben, ce que c'est efficace, que ça aide, qu'est-ce que les gens en pensent. Bon. Donc, là, l'INES dit, ah, ben oui, ça serait parfait. Nous, on n'a pas de mécanisme de prévu en termes de formation. Là. Donc, là, finalement, ça a fini par bien tourner tout ça. Là. Donc, le formulaire était présenté là, dans ma formation. Puis après ça, ben, le formulaire devenait un peu le prétexte pour apporter ça dans la formation, pour pouvoir s'asseoir avec les professionnels puis dire, ben, quand est-ce que c'est complexe, ces discussions-là? Puis bon, qu'est-ce qu'on peut. Fait que là, finalement, tu sais, le projet de thèse a pris complètement une autre tournure. Moi, je n'avais pas prévu de faire une formation au début quand je me suis inscrite, encore moins de faire de l'évaluation. Je ne connaissais pas grand-chose là-dedans. Puis, au départ, ce n'était pas nécessairement ce qui m'intéressait. Puis finalement, ben, c'est ça. Il a comme fallu que je me revire de bord parce que ça existait déjà, l'outil. Puis il y avait plein de professionnels, plein de chercheurs qui ont contribué à développer le formulaire de l'INES. Donc, il fallait que je trouve une autre façon, puis une autre façon de revirer ce projet-là de bord, mais qui continue à avoir du sens, puis que j'ai envie de le porter encore. C'est ça, j'étais pour dire, parce que, tu sais, est-ce que ça, tu sais, comme tu disais que c'était pas dans tes intérêts au départ, ça t'a-tu fait peur de, comme, rentrer dans un projet qui, au final, qui t'intéresse moins, que, tu sais, t'aies moins envie de continuer par la suite ton doctorat? La première semaine, là, je t'avoue que j'ai été déroutée, vraiment beaucoup démotivée. Je me suis remise vraiment beaucoup en question.
Mais je pense que le gars, tu te dire, bon, mais je m'essaye, je contacte l'INES, on verra qu'est-ce qu'ils disent. Puis la réception qu'eux ont eue, ça m'a vraiment beaucoup encouragée. Puis quand je les ai rencontrés, ils m'ont invité à venir participer aux échanges qu'ils avaient pour élaborer l'outil. Ils ont été vraiment super généreux. Puis après ça, ben, ils ont été très généreux aussi dans le sens de dire, ben, la formation que tu veux développer, c'est ton doctorat, tu fais ce que tu veux. Là. Nous, l'INES, on n'est pas responsable de ce que tu vas créer, mais on peut t'accompagner, on peut lire des trucs, puis tout ça. Fait qu'ils m'ont laissé beaucoup de liberté. Puis moi, ce que je voulais, entre autres, par la formation que j'ai créée, c'était de dire, OK, oui, présenter un outil, mais surtout ouvrir le dialogue sur quand est-ce qu'on n'est pas à l'aise de parler des objectifs de soins, comment on peut bien le faire, quels mots utiliser, comment on peut travailler mieux en équipe entre professionnels, mais aussi avec le patient puis les proches qui font partie de cette équipe-là pour ouvrir le dialogue, parler de la notion de projet de vie puis de projet de fin de vie. C'est ça, c'est ce qui me tenait à cœur. Et donc là, ça a redonné du sens après, de pouvoir avoir cette liberté-là puis de dire, ouais, OK, évidemment, il va falloir que j'évalue si la formation puis l'outil sont efficaces ou pas. Donc là, il a fallu que je me forme un peu plus. Puis tu vois, j'avais pas trop d'intérêt parce que j'avais pas tant de connaissances. Ouais. Mais en me formant, en lisant, ben là, j'ai pu m'approprier aussi ce qu'il fallait faire. Puis j'ai trouvé une façon de le faire que je trouvais stimulante. C'est ça. Mais la première semaine, je te dirais que je n'étais pas up la vie à 100%. Là. Des fois, quand on ne connaît pas quelque chose, puis là, on se dit, ah, mais là, ça ne m'intéresse pas. Mais au final, des fois, c'est parce que justement, on n'a pas assez de connaissances là-dessus. Puis quand on apprend à plus connaître ça, on finit par, au final, vraiment s'y intéresser. Puis c'est ça qui est le fun dans ce temps-là. Ouais, absolument. Fait que ça a été, je dirais, le plus grand défi. Ça a été celui-là parce que ça m'a vraiment forcé à rebouger beaucoup, beaucoup ce que j'avais prévu. Là. Fait que ça a été une des choses. Mais sinon, je vous avais dit que j'avais eu des bijoux en cours de parcours. Donc, ça a modifié un peu l'échéancier, mais ce sont mes plus grandes réussites. Là. Moi, en fait, j'ai eu 2 enfants pendant mon parcours doctoral. Puis il était prévu, attendu et voulu. Là. Je pense que ça, c'est une des caractéristiques des études supérieures. Quand on commence un doctorat, ben, on n'a plus 20 ans. Là. En tout cas, je pense qu'on peut rarement commencer un doc à 20 ans, à moins d'être doué puis d'avoir des caractéristiques peut-être un peu plus spécifiques, mais de manière générale, ben, souvent, on a plus 20 30, puis parfois, c'est une seconde carrière, entamer des études doctorales. Donc, on peut avoir même la trentaine avancée, quarantaine, cinquantaine. Ça peut être un projet même de fin de carrière, mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est la réalité de beaucoup d'étudiants en doctorat de se questionner à savoir, ben, j'ai mes ambitions professionnelles, j'ai mes études, j'ai aussi des ambitions de fonder une famille aussi, d'avoir un nouveau rôle de parent, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Puis c'est tous des questionnements, je pense, qui sont normaux, justement, quand on atteint ça, 25, 30, 35 ans, ben c'est des études doctorales, c'est long. Hein? C'est ça. Mais moi, quand j'ai commencé mon doc, c'était évident que je voulais avoir des enfants pendant mon doctorat. Puis j'ai été chanceuse parce que je côtoyais des jeunes professeurs-chercheurs qui avaient eu des enfants pendant leur doc. Fait que pour moi, ça a été des belles sources d'inspiration. Puis ces personnes-là me disaient, dans le fond, le doctorat, ce qui est beau, c'est que tu en fais ce que tu veux. C'est ton doctorat. Tu le fais à la vitesse que tu veux, avec un projet de vie à côté que tu veux aussi. Fait que ce discours-là, moi, ça m'avait beaucoup rassurée. Puis c'est une des principales motivations aussi à me dire, ben oui, je me lance dans le doctorat parce que ça ne contrevient pas à mon projet de devenir une maman. Puis ça, c'était vraiment très, très, très important pour moi, tellement que quand j'ai commencé mon doc, j'ai fait mes applications pour les bourses en me croisant les doigts que j'allais en avoir une, mais en me disant, mais peu importe, je veux être mère de toute façon, on trouvera les façons qu'il faut. Ben, fait que j'ai commencé mon doctorat, puis en fait, j'étais enceinte mon premier cours, je ne le savais pas encore, pour vous dire. Fait que j'ai eu ma fille, Jasmine, à la fin mai de ma première année doc. Puis j'ai recommencé mes études en septembre, fait qu'elle était toute minuscule. Puis mon conjoint, ben, il a été très, très, très soutenant toutes les années de mon doc aussi. Fait que lui a pris une partie du congé aussi parental pour me permettre de retourner aux études. Puis après ça, j'ai eu mon petit garçon en 2016. Donc, 21 mois, 22 mois après l'arrivée de Jasmine. Fait que c'est sûr que ça m'a obligée à revoir mon échéancier. Mais tu sais, somme toute,
je pense que ça a eu beaucoup de bénéfices pour mon projet aussi parce que quand j'arrêtais, ça me permettait de prendre du recul. Puis, tu sais, même si je ne travaillais plus nécessairement tout le temps activement dedans, tu sais, j'ai jamais arrêté d'y penser ou de me mettre des annotations ou de me préparer, là, tu sais. Puis, dans le parcours, tu sais, Jasmine est arrivée avant l'examen 1. Fait que, tu sais, elle était toute petite, mais j'étais capable d'écrire. Tu sais, j'avais pas de cours, j'avais pas à me rendre. Tu sais, j'étais capable de travailler à la rédaction, de l'avoir près de moi. Puis après ça, ben, mon garçon, lui, était arrivé quand je préparais mon protocole avant de déposer à l'éthique. Fait que, tu sais, c'était quand même des bons moments, je pense. Ça a quand même été pas si mal pour réadapter l'échéancier que j'avais prévu. Puis moi, j'ai été très, très chanceuse parce que j'ai eu une bourse aussi, là. Fait que dès ma 2e année, tu sais, j'avais un soutien financier qui a fait en sorte que tu sais, j'allais porter les enfants à la garderie. Je faisais comme une journée de travail normale. Je travaillais sur mon doctorat. Puis après ça, ben, le soir, c'était la routine avec les enfants. Quand ils étaient couchés, ben, je retravaillais 1 heure ou 2. Mais tu sais, ça m'a permis, je trouve, ces petits bijoux-là, d'avoir une vie comme si je travaillais comme une personne aux études, mais qui avait un travail normal de jour. Là, ça fait que ça a été super, super aidant. Puis ils m'ont permis, je trouve, de garder un équilibre, mes enfants aussi. Avant d'en avoir à la maîtrise, je pouvais travailler n'importe quand, oublier de souper à un moment donné parce que j'avais comme pas une routine très, très cadrée. Mais avec des enfants, tu n'as pas le choix d'avoir cette routine-là. Fait qu'il faut que tu sois efficace de jour. Puis s'ils sont malades une journée, ben tu te rattrapes la journée suivante, mais bon, ça t'oblige à te donner une structure de travail qui, je trouve, finalement, moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé, plutôt que de m'éparpiller. Puis je trouve que ça ramène aussi peut-être à la réalité. Je dis ça, j'ai pas d'enfant, mais je me dis, pendant la pandémie, en tout cas, en vivant le télétravail, on est tout le temps finalement sur nos ordi, puis il n'y a pas d'heure fixe où on s'arrête de travailler. Puis je me dis, oh, les pauvres parents qui ont des enfants, tu sais, comment ça se passe pour eux? Mais après, tu te dis, je pense que les enfants aussi, ça ramène à la réalité. Tu dois t'arrêter parce que, tu sais, ton enfant à la garderie, il faut aller chercher peut-être. Donc, absolument. ouais. Puis, tu sais, ça passe tellement vite. Tu sais, moi, les 2 maintenant sont à l'école. Tu sais, c'est fou, là. Pourtant, c'était des bébés hier. Tu sais, ça fait que c'est des moments tellement précieux, mais qui passent tellement vite que, tu sais, oui, tes études, mais c'est ça, là, cette structure-là que ça te donne, puis de sortir de ton rôle d'étudiante pour rentrer dans ton rôle de parent. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment super aidant. Tu sais. Oui, puis je pense que ça l'a, juste comme tu l'as dit, ça l'a aidé d'avoir des modèles un peu, de voir que c'était possible d'avoir des enfants au doctorat parce que souvent, c'est quand même quelque chose qui fait peur à plusieurs. Tu sais, quand tu n'as pas de modèle, tu te dis, mon Dieu, mais comment on fait ça? C'est ça. Comment je vais arriver à tout conjuguer ça, tu sais? Vous pourrez entendre la suite de cet épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt!